vous avez été... Enfin, il est installé à la Capelle Biron, d'abord on va commencer par ça. Il fait partie de la MJC parce qu'il dirige la chorale du Prince Noir. Non. Non, je suis pas le... Je suis pas Ah, mais non, vous battez personne. Et président. Vous en êtes le président, cher C'est monsieur. notre président. Voilà. Grosse tâche, faites attention. Et puis, vous êtes souvent au Canada, on va dire. Hein, vous êtes un pied d'un côté, un pied de l'autre, ben, de l'Atlantique. Et puis, vous étiez surtout directeur de laboratoire. C'est ça. Ouais, c'était ça le plus intéressant pour ce qui nous concerne. Et donc, il a réfléchi à la santé. Un petit peu. Un petit peu. Je vous laisse. Merci beaucoup. Merci Françoise. Merci de m'avoir demandé de vous parler de santé. Parce que lorsqu'on pense santé, on pense en général l'inverse de la santé. C'est-à-dire qu'on pense toujours maladie. Quand on est en bonne santé, c'est qu'on n'est pas malade. Donc là, je vais prendre un peu le contre-pied de cette façon de voir les choses. Je ne vous parlerai pas du système sanitaire ou du système de santé, que ça soit d'ici, du Québec ou de Suisse ou de Dieu sait où, mais de ce que est pour nous la santé. Et on va le faire à différentes étapes. Et j'ai demandé à 2 personnes, et vous comprendrez pourquoi à la fin, j'ai demandé à 2 personnes de venir témoigner aussi de ce qu'ils font. Une de ces personnes est M. Guy Desplat, agriculteur bio, qui va pouvoir nous parler un petit peu de son expérience et pourquoi il s'est à un moment donné lancé dans cette aventure. Et une deuxième personne, c'est Carole Irigoyen, qui va elle aussi expliquer pourquoi elle se lançait après avoir fait un peu de bio, pourquoi elle s'est lancée dans un magasin ici à Montflanquin, qui offre des produits bio. On ne va pas parler de bio à la base, on va parler de santé. Et pour parler de santé, à partir du moment où Françoise m'a demandé de vous parler de ce sujet, je me suis dit, bon, quelle autorité ai-je pour parler de santé? Alors effectivement, j'ai dirigé, en tout cas depuis des années 90, j'ai dirigé un laboratoire d'analyse médicale parce que j'ai une formation de biologie et chimie médicale de l'Université de Genève que j'ai poursuivie au Québec. J'ai fini ma formation en fait de biochimiste au Québec. J'ai enseigné la biochimie à l'Université du Québec à Montréal. Et à un moment donné, avec nos enfants qui étaient jeunes, on a pensé que ça serait bien de revenir en Suisse. Alors j'ai continué d'enseigner la biochimie à l'Université de Genève où j'avais fait ma formation. Et avec les gens avec qui je travaillais, ils m'ont demandé de reprendre un laboratoire d'analyse médicale puisque j'avais une formation dans ce domaine-là. Et très vite, j'ai commencé à m'intéresser non pas au traitement, non pas à l'analyse comme telle, mais qu'est-ce que l'on pouvait faire pour rester en bonne santé, pour justement ne pas venir au labo. Donc j'allais un peu à l'envers de mes intérêts, puisque j'essayais de faire en sorte que les gens n'utilisent pas le système de santé. Vous le savez tous, les coûts de la santé, vus du côté médical, explosent, pour différentes raisons, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais est-ce que notre santé va mieux? Oui et non. On verra pourquoi. Mais en cherchant comment démarrer, j'ai retrouvé le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui en 1946 donnait une définition de la santé. Une définition qui dit que la santé est un état de bien-être complet, physique, mental, social, et ça ne consiste pas à l'inverse de la maladie. Ce n'est pas une absence, on ne définit pas la santé par une absence de maladie ou une absence d'infirmité.
Donc c'est une définition que je dirais positive de la santé. On voit la santé pour elle-même, pas vis-à-vis de la maladie, mais vis-à-vis de ce que ça devrait être, cet état de bien-être complet. Et à partir de ce moment-là, en réfléchissant, en 1946, l'environnement, c'est pas un problème, on n'en parle pas. Il y a, dans les universités que j'ai fréquentées plus tard, on ne parlait même pas d'écologie. Quand je dis écologie, s'il vous plaît, je parle toujours d'écologie scientifique et pas de politique. Pour moi, l'écologie, c'est une science. Et cette science a commencé à être enseignée dans les années 60, 70. C'est tout reste pour ça que je suis parti au Québec. C'est en me disant, l'écologie, ça serait quand même pas mal d'aller voir ce que c'est, scientifiquement parlant. Donc, en 1946, on ne parle pas d'environnement. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de santé si on ne parle pas d'environnement. Là aussi, je vais essayer de vous montrer pourquoi. Donc, au démarrage, on part de cette idée positive qui touche notre bien-être physique, mental, social, environnemental. Et je me suis dit, on va aborder les choses tranquillement. Pour nous, humains, j'ai pensé qu'on pouvait diviser les choses en trois. Il y a une phase de conception et de vie intra-utérine. Il y a une phase de naissance jusqu'à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, et puis l'âge adulte jusqu'à la mort. Et on va discuter de ces trois phases et de voir quelles sont la problématique de santé à ces différents moments. Si on démarre avec la conception, vous savez tous comment ça marche, il se trouve qu'on oublie d'abord que la femme joue le rôle important. Nous, les hommes, on amène un petit morceau d'ADN, une moitié de gène, mais la vraie cellule, c'est la maman, c'est la femme qui l'amène. Et la femme va avoir en plus tout le boulot après pour porter d'abord cet embryon, ce fœtus, jusqu'à la naissance. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement. Il se trouve quand même qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des besoins accrus pour la maman, parce qu'elle doit évidemment se nourrir elle, mais elle doit nourrir son futur bébé, et donc lui apporter tout ce dont ce bébé a besoin. Et parmi les choses dont ce bébé a besoin, c'est une série d'éléments que nous ne fabriquons pas et que nous devons obtenir de notre alimentation. En particulier une série de vitamines, et parmi les vitamines, une qui est l'acide folique, qui est très très important, au point que je suis allé à un congrès une fois aux États-Unis où il y avait un sujet qui était pourquoi il fallait dire aux futures mères, jusqu'à 3 mois avant la conception, qu'elle devait augmenter sa quantité d'acide folique. Les Américains sont très portés sur les compléments alimentaires, sur les petites pilules qu'on rajoute, etc. L'acide folique, qu'est-ce que c'est? C'est une vitamine du groupe B qu'on trouve essentiellement dans les légumes, à feuilles surtout. Donc, épinards, mâches, cerfeuilles, on en trouve aussi dans les lentilles, etc. Ça, c'est clair que la future maman doit faire attention, sinon le bébé aura des problèmes dans la formation de son cerveau, de sa moelle épinière, et on a un certain nombre de problèmes à ce niveau-là. Autre chose qui est extrêmement importante, c'est un oligoélément, c'est l'iode. Pourquoi l'iode? Tout simplement parce que une de nos hormones, les hormones thyroïdiennes, sont fabriquées à partir d'acides aminés, mais d'iode. Il faut qu'il y ait de l'iode. Or, et ça vous explique pourquoi nos populations vivent près de la mer. L'iode, donc là, à partir des produits de la mer.
produits de la mer, mais aussi les algues, etc. Donc il faut qu'il y ait de l'iode. Et on verra que on a quelques problèmes aujourd'hui dans notre environnement pour avoir cette iode. Alors depuis longtemps, les autorités ont demandé qu'il y ait une supplémentation du sel de cuisine en iode pour que les populations qui ne sont pas près au bord de la mer, qui ne mangent pas beaucoup de poissons, qui ne mangent pas de fruits de mer, qui ne mangent pas d'algues, d'avoir accès à cette iode. Donc ça c'est, si vous voulez, parmi deux exemples de ce que la maman doit apporter à son futur bébé. Qu'il soit bien portant et qu'il arrive à la naissance en bon état. Évidemment, la maman devra se passer d'un certain nombre de choses. Se passer, aujourd'hui on sait, d'éviter de boire de l'alcool, évidemment, de ne pas prendre de drogue, arrêter de fumer. Il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions et arrêter de prendre certains médicaments. Vous venez d'entendre, c'était il y a même pas un mois, ce problème qui était posé par la Dépakine, qui est un antiépileptique, qui provoquait des problèmes chez les femmes enceintes. Et il y a eu, bien avant ça, pour ceux qui ont mon âge, les problèmes de thalidomide, où on a eu des enfants qui n'avaient pas de membres, pas de bras, etc. Donc, là aussi, c'était un médicament juste pour les femmes enceintes, pour pas qu'elles aient trop ces problèmes de désagréments au début de leur grossesse. Et ça, on va voir que ça continue d'être un problème aujourd'hui au niveau des médicaments. Mais on arrive à la naissance. À la naissance, normalement, les choses se passent plus ou moins bien. De temps en temps, il faut recourir à une césarienne. Parce que, pour X raisons, il y a un danger, soit pour le bébé, soit pour la maman, ou pour les deux. Donc, on procède à une césarienne. Et le bébé qui naît par césarienne, il naît dans des conditions, je dirais, d'asepsie parfaite. Il n'a pas vu un seul microbe en passant. Et on s'est rendu compte que ces bébés qui naissaient par césarienne développaient des problèmes de santé un peu particuliers. Leur système immunitaire ne marchait pas bien. Il y avait des problèmes d'asthme, de maladies des intestins qu'on appelle la maladie cœliaque, des scléroses en plaques. On parle même aujourd'hui d'autisme. Donc, il y a, dans une naissance par césarienne, il se passe quelque chose qui pose problème. Quoi? Tout simplement, quand le bébé passe par le vagin de sa maman, il se contamine, entre guillemets, par la flore microbienne du vagin de la mère. Et cette contamination est essentielle pour la maturation de son système immunitaire. Donc, faire naître par césarienne, c'est des fois nécessaire, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de césariennes de confort, parce que le gynéco dit bon, écoutez, en principe, ça devrait arriver ce week-end. Moi, ce que je vous propose, c'est que vendredi matin, on fait la césarienne, et puis voilà, on est tranquille, on ne va pas se casser la tête pendant le week-end. Peut-être qu'il va aller faire du bateau, je ne sais pas où, mais enfin bon. La question de la césarienne de confort pose un problème. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où ça devient passionnant, c'est que cette contamination par les bactéries et les microbes du vagin de la mère ont amené à se poser des questions sur cette flore microbienne. Et aujourd'hui, on sait que nous ne pouvons pas vivre en bonne santé si nous ne sommes pas contaminés par ces bactéries. Alors, on a parlé de flore intestinale, et aujourd'hui, on sait qu'on abrite dans notre organisme entre 2 kg, 2,5 kg de bactéries, de virus, de levures, de champignons, plein de choses. Et on appelle ça le microbiote maintenant, c'est le nouveau mot. On a commencé à l'analyser par les techniques ADN qu'on a. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si nous n'avons pas ce microbiote
en bonne santé, on aura des problèmes. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de se dire que non, on ne peut pas vivre normalement et en bonne santé si on n'est pas contaminé par des bactéries. Ces bactéries vivent avec nous, on les nourrit, mais elles nous nourrissent aussi. Elles aident au bon état de notre intestin, elles aident à notre système immunitaire à bien fonctionner, elles aident, elles nous fournissent un certain nombre de vitamines que nous ne fabriquons pas. La vitamine K, c'est une vitamine qui aide à notre coagulation. La vitamine B12, qui aide à la maturation de nos globules rouges, etc. Nous aide à digérer des aliments, en particulier des fibres. On n'a pas tout le système du bovin qui nous permet d'utiliser ces fibres, etc., et cette cellulose. Donc, le microbiote est essentiel. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que ce microbiote, chacun d'entre nous possède son microbiote, qui lui appartient en propre. Et si on fait une analyse de votre microbiote, de vos excréments par exemple, on va voir qu'aucun d'entre nous n'a la même composition de microbiote. Donc on se caractérise, vous le savez, par notre ADN, dans les séries policières, tout le monde sait qu'on va utiliser l'ADN pour retrouver le coupable. On pourrait aller chercher ces bactéries, ça marcherait tout aussi bien. Nous avons tous des bactéries qui nous appartiennent, et ces bactéries vont nous aider à trouver le ou la partenaire sexuelle, parce que ces bactéries, elles nous donnent une odeur, elles nous donnent une identité que nous reconnaissons. On ne le sait pas, on n'en est pas conscient, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que des êtres qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas nous, font que nous sommes ce que nous sommes. Et si ce système fonctionne bien, on sera en bonne santé. Vous savez tous qu'on peut de temps en temps avoir des problèmes intestinaux. Tout le monde a connu des épisodes de tourista ou de diarrhée, de tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a eu un problème, on a ingéré des bactéries qui ne sont pas les bonnes, et puis il y a un conflit à ce niveau-là. Évidemment, on va nous traiter aux antibiotiques. C'est juste de valeur, comme on dit au Québec, mais ces antibiotiques vont bouffer aussi notre microbiote. Et donc il faudra le reconstituer. Et ça, c'est vraiment une partie de notre santé se trouve dans nos intestins, dans nos poumons, dans les voies génitales, sur notre peau, enfin partout. Et c'est un organe supplémentaire. Depuis une quinzaine d'années, on commence à reconnaître ce microbiote comme étant un organe de plus dans notre existence. Et il y a plus de cellules microbiennes que de cellules propres. On a, je ne sais plus, je vous donne un chiffre à vérifier, on a environ 39 000 milliards de microbiotes, de cellules qui font partie du microbiote. Puis on a à peu près 30 000 milliards de cellules à nous. Donc vous voyez que, en fait, nous sommes déjà des êtres composites, formés non seulement de ce qui nous appartient en propre, mais aussi de ce qu'on aura ramassé dans notre environnement, et grâce à notre maman, si on a eu un accouchement normal. Alors ça, c'est la naissance. Et juste après la naissance, évidemment, la maman va continuer d'être sollicitée pour fournir à son bébé son lait. Et si ce bébé reçoit le lait de sa mère, il va être en plus protégé parce que son système immunitaire n'étant pas vraiment formé. Le bébé humain est vraiment immature. Hein. Il arrive, il ne sait strictement rien faire. C'est une chose inerte pratiquement, qui a faim, qui ne peut pas se débrouiller tout seul, qui ne peut pas communiquer sinon en pleurant. Donc c'est un peu compliqué. Et on doit tout lui donner, tout lui apporter. Évidemment, on est
fabriqué pour ça. Enfin, la maman a cette possibilité de donner à son enfant tout ce qu'il lui faut. Alors ça, c'est très bien, mais vous savez aussi, et il y a eu là un grand scandale, lorsqu'on a essayé d'expliquer en Afrique que le lait en poudre, c'était quand même nettement mieux. Il fallait, c'était stérile, c'était tout ce qu'on voulait, c'était impeccable et tout. Et une firme malheureusement suisse qui s'appelle Nestlé a beaucoup travaillé à faire en sorte que beaucoup de femmes, non seulement ici, mais partout, remplacent l'allaitement normal au sein par le biberon. Bon. On sait aujourd'hui que c'est une erreur monumentale. Donc si on veut continuer à être en bonne santé, pour que ce bébé soit en bonne santé, il va falloir lui apporter ce que la mère sait faire de mieux, c'est-à-dire son propre lait. Et puis, à un moment donné, bon, évidemment, l'enfant sera sevré, il va passer à l'alimentation normale et ça va continuer. La deuxième chose qui est absolument importante, et c'est là où on va arriver à l'aspect un peu social, il faut offrir à cet enfant non seulement de l'amour, de l'attention, de la tendresse. Il faudra vraiment être à son écoute pour qu'il puisse petit à petit avancer. Et ce passage-là est essentiel parce que la maturation de notre cerveau se fait à ce moment-là, entre l'âge de 0 à 3 ans. Un enfant fabrique à peu près 1000 connexions neuronales par seconde. Donc à chaque seconde, il y a 1000 connexions qui se font dans les neurones de l'enfant. Et l'enfant va avoir, vers l'âge de 2-3 ans, 1 million de milliards de connexions au niveau du cerveau. 1 million de milliards de connexions. Arrivé à 6-7 ans, il n'y en aura plus que 300 000. C'est ce que nous avons à peu près à l'âge de 20 ans. 300 000. On a perdu 2/3 de connexions. Alors pourquoi ces connexions? C'est ce que l'enfant doit apprendre. Il doit apprendre à coordonner les mouvements, il doit apprendre à voir, il doit apprendre à entendre, il doit apprendre tout. Et donc, tout ça doit arriver dans son cerveau, se connecter pour qu'il puisse ensuite retrouver des automatismes au niveau des mouvements. Après, il faudra s'asseoir, ensuite il faudra se mettre debout, il faudra marcher, il faudra reconnaître les gens. Mais l'enfant a aussi une autre chose innée. Vous avez tous vu des enfants et bien sûr que très rapidement, le bébé vous sourit. Alors il sourit à sa maman, etc. Et puis, on pense tous, ah, il reconnaît sa maman. Puis il sourit à son papa, il reconnaît son papa. Arrive un inconnu, le bébé va regarder, mais si l'inconnu sourit, il va sourire aussi, mais il ne le connaît pas. C'est quelque chose d'inné, et ça s'appelle l'empathie. Cette empathie, c'est cette capacité que non seulement les humains, mais aussi les animaux ont, de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire de voir si l'autre envoie un message sympathique, un message souriant, un message bienveillant, de répondre automatiquement. Vous froncez les sourcils, vous faites des grimaces, l'enfant va pleurer. Parce qu'il se rend compte que la communication ne passe pas bien. Et donc, sa réaction, c'est de se mettre en protection, de dire, moi j'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider, parce que ça ne marche pas. Il le sait très bien. Un enfant de quelques mois a déjà des notions de mathématiques, de physique. Tout ça, il le sait. Essayez, vous prenez une balle, la balle tombe, l'enfant sait très bien que les objets tombent. Ça, il a tout compris. Du reste, il vous l'a fait assez souvent, d'avoir quelque chose, puis de le laisser tomber par terre pour voir que vous alliez ramasser, puis vous lui donniez. Ça, c'était évident. Faites l'inverse avec un petit truc, soit un fil de nylon, Dieu sait quoi, vous lâchez le truc et ça monte, le bébé va rester ébahi. C'est pas normal. C'est pas comme ça que les choses se passent.
dans sa tête, c'est tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme nous devant un illusionniste. Il y a un truc. Hein, il y a un truc. Il faut qu'on aille chercher. Pourquoi la personne disparaît? Pourquoi le lapin il sort du chapeau? Il y a quelque chose. C'est pas normal. Mais le bébé, il le sait déjà, lui, que le lapin qui sort du chapeau, c'est pas normal. Ça marche pas. Il le sait déjà. Donc, on a un certain nombre de choses que nous avons innées. C'est-à-dire que nous avons eu avec notre bagage au départ. Mais après ça, il faut qu'il apprenne. Et donc, le nombre de connexions qui se fait dans son cerveau, c'est justement pour arriver à remettre les choses dans une logique, dans une cohérence. Et si ça marche comme il pense que ça doit marcher, alors il est content. Il y a eu des expériences qui ont été faites avec des enfants qui ne savaient même pas marcher. Devant une personne qui fait quelque chose et, par exemple, laisse tomber quelque chose par terre et, visiblement, n'arrive pas à aller chercher cette chose-là. L'enfant, le bébé, a 4 pattes. Il va venir pour ramasser la chose qui est là et vous aider. L'empathie va plus loin. Elle va non seulement répondre aux signaux que nous donnons, mais aussi il y a ce besoin d'être utile. Et ça, le simple fait que vous lui souriez, ça suffira, il est heureux. Parce qu'il a fait ce qu'il pensait devoir faire, c'est normal, de venir en aide à celui ou à celle qui, visiblement, a un problème. Et il le fait sans rien demander. Il y a même eu des tests qui ont été faits que s'il y a une récompense, après quelque temps, il ne fera plus. Pourquoi? Parce que la récompense, elle est là, elle est dans notre cerveau. On a des centres qu'on appelle des centres de récompense ou hédoniques, comme on les appelle, qui récompensent le fait qu'on a fait les choses comme il fallait les faire et qu'on a reçu juste le fait que oui, c'était bien, c'est ce qu'il fallait faire. Et ça suffit. Et l'enfant, lui, il a sa récompense. On n'a pas besoin de donner autre chose, on n'a pas besoin de donner un bonbon, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il est heureux parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Donc on voit que la relation sociale, déjà chez le tout petit, fait partie de sa bonne santé sociale. Et ceci va continuer. Il va y avoir, et vous savez peut-être que près d'ici, à Gavaudan, s'est ouvert une classe qui suit la pédagogie de Maria Montessori. Qu'est-ce que c'est que cette pédagogie? C'est de mettre des enfants de maternelle de 3 à 5 ans, de les mettre ensemble et de leur permettre en toute liberté, sans leur imposer quoi que ce soit, de trouver eux-mêmes ce qui les intéresse et d'apprendre à le faire. Et il y a un bouquin qui vient de sortir de Céline Alvarez qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant » qui parle de son expérience de 3 ans à Gennevilliers dans une classe ou des classes difficiles où on lui a permis pendant 3 ans de développer cette approche Montessori. Et ce qu'elle en dit est absolument extraordinaire. Elle a vu des enfants arriver, des enfants difficiles, des enfants, souvent ils ne savaient même pas la langue, ils étaient en retard de 2 ans sur ce qu'ils normalement auraient dû être capables de faire à 3 ans. Ils ne savaient pas le faire. Après une année, ces enfants non seulement avaient rattrapé leur retard, étaient en termes de connaissances au niveau de la lecture, des mathématiques, du français, tout à fait au point, en avance sur les autres. C'était prouvé par des tests psychologiques et psychopédagogiques qui démontraient qu'ils avaient pratiquement tous. Je crois qu'il y avait un enfant qui n'était pas au top. Il était déjà pas mal, et surtout ils étaient calmes. Ils étaient heureux, souriants,
tranquilles. Les parents ne les reconnaissaient pas à la maison. Donc, il y a ce moment extraordinaire de 3 à 6 ans où l'enfant va de lui-même apprendre un tas de choses parce qu'il est passionné, parce qu'il est curieux. Nous sommes curieux. Nous avons cette curiosité depuis probablement 200 000 ans. Il y a 50 000 ans, notre espèce, on est la seule, avait pratiquement émigré partout. On trouvait des humains partout. Pas vraiment en Amérique, ça va venir un peu plus tard. Mais pourquoi est-ce qu'on est sorti d'Afrique? C'est ce qu'on pense aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est sorti d'Afrique? Tout simplement parce qu'on est curieux. Parce qu'on a envie de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté là, du bois, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du fleuve, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du lac, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, et on y est allé. On est vraiment une espèce particulière de ce côté-là. Et ça, on l'apprend tout petit, parce qu'on est curieux, on veut savoir, on veut apprendre. Et on ne peut le faire qu'ensemble, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Alors l'enfant doit, dans cette pédagogie Montessori, doit se prendre en main, il doit développer ses qualités propres, sa curiosité qui va l'amener à faire plus du français que des maths, plus du dessin qu'autre chose, mais finalement il aura tout fait. Parce que dès qu'on lui permet d'aller au bout de ce qu'il a envie de faire, il y va. Et il y va tout seul. Il faut accepter qu'il se trompe. C'est même parce qu'il se trompe qu'il va faire des progrès. Et donc, nous, aujourd'hui, si on fait quelque chose de faux, ben, c'est la sanction. Parce que, non, on ne peut pas faire des choses fausses. On doit faire des choses justes. Il faut accepter qu'on se trompe. Accepter parce que ça fait travailler notre cerveau, ça nous oblige à réfléchir, ça nous oblige à avancer. Donc notre santé chez l'enfant va se développer à ce niveau-là. Et bien sûr qu'avec le temps, les choses vont se structurer, il va y avoir des connaissances à apprendre, des compétences à acquérir pour arriver à un moment donné à être autonome, à se débrouiller tout seul. Il y a juste quelque chose qui me chicane à ce niveau-là, c'est que aujourd'hui, quand un jeune arrive au bout, on l'a formé pourquoi? Est-ce qu'on l'a formé en fonction de ses besoins à lui, de ce qu'il avait envie lui de faire, ou est-ce qu'on lui a imposé en disant ça tu dois savoir, ça tu dois savoir, ça aussi, puis ça, puis tu dois faire des études, puis tu dois faire le bac, puis tu dois aller à l'université, etc. Sinon tu n'auras pas de boulot et tout. On a des jeunes qui sortent aujourd'hui de l'université, qui n'ont pas de boulot, et puis on nous dit très doctement, ah ben oui, mais vous comprenez, c'est normal, c'est la variable d'ajustement de l'économie. Désolé, mais si j'ai 20 ans et qu'on me traite de variable d'ajustement, je ne vais pas aimer, mais pas du tout. C'est pas normal. Parce qu'on me prive de quelque chose d'important, qui est ce sentiment d'utilité, ce sentiment que, quel que soit le métier que j'ai choisi, que ce soit un métier manuel, intellectuel, n'importe quoi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que j'ai envie de transmettre et d'être utile à ceux qui sont là. On ne peut pas vivre tout seul. C'est impossible. On a besoin, ne serait-ce que des agriculteurs qui nous donnent à manger. On les traite comment? Très mal. Ils produisent toujours trop cher. Donc non, on doit avoir à manger, mais pas cher. On va avoir besoin de gens pour s'abriter, pour construire nos maisons. On a besoin de gens pour nous habiller, de gens pour nos loisirs, etc. De gens qui viennent bêtement nettoyer les endroits où on travaille. Tout ça, ce sont des métiers utiles et des métiers nécessaires. Et je crois que là, on a construit quelque chose qui ne tient pas la route parce qu'on a dévié notre envie d'être utile en lui mettant au bout un salaire.
On a besoin du salaire. Soyons bien d'accord. Je n'ai rien contre le fait qu'on soit payé correctement quand on fait quelque chose. Mais ce n'est pas le salaire qui compte. Le salaire, ce n'est pas le but. Le salaire, c'est un moyen. Le but, c'est ce qu'on fait. C'est l'utilité que nous avons. Donc, un jeune qu'on amène à un moment donné, et qui se rend compte qu'il est inutile, qui ne sert à rien, il n'y a personne qui l'attend, personne n'a besoin de lui, ou si on a besoin de lui, c'est à des conditions inacceptables. Donc, il va être très très mal dans sa peau. Mais, ce qu'on apprend aussi quand on est jeune, si on nous rejette, et vous savez que dans les cours d'école, dans les classes, c'est des fois pas très facile. L'enfant qui est rejeté, qu'on met de côté, qu'est-ce qui va se passer? Il va être extrêmement mal dans sa peau. Et peut même se suicider. Donc, ce qu'on voit, et ça vous en entendrez parler tous les jours, hein, des jeunes qui n'ont plus accepté d'être rejetés par l'autre, par les autres. Tout simplement parce qu'il est différent. Mais on est tous différents. Tous. Aucun d'entre nous n'est égal à quelqu'un d'autre. Aucun. Pas seulement par nos bactéries, mais par notre ADN, par notre histoire de vie, par tout. On est tous totalement différents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de rejeter quelqu'un? Parce qu'il n'a pas les trucs de marque, parce qu'il n'a pas ci, parce qu'il n'a pas la tête qu'on aimerait, parce que je ne sais pas quoi. Et ce sentiment de rejet agit immédiatement sur notre santé. Immédiatement. Et on se sent mal. On se sent mal parce qu'on n'est plus à sa place, on n'est plus dans le groupe qui est là. Puis on aimerait être aimé, on aimerait être entouré, etc. Et ça ne marche pas. Et on voit là que la relation entre notre santé physique, en fonction de ce qu'on arrive à obtenir en termes d'alimentation saine, etc., et notre santé psychique, c'est ensemble. On ne peut pas séparer l'un et l'autre. Mais ça va aussi dans notre santé sociale. Donc la définition de l'OMS est tout à fait juste. On a besoin de ça. On arrive à l'âge adulte alors. Admettons que les choses se passent bien et que effectivement on puisse être utile et qu'on ait un métier, qu'on puisse exercer ce métier et qu'on se sente bien là-dedans, ça va bien. Il se trouve que à ce moment-là, on a toujours besoin de choses très très importantes. C'est d'une alimentation saine, parce qu'on ne peut pas vivre sans manger, d'une eau de qualité, parce qu'on a besoin de boire, on a besoin d'avoir accès à l'eau tout le temps, d'avoir un environnement de qualité, et ça, si tout est réuni, ben, tant mieux, mais il peut très bien se faire que ça ne soit pas réuni. Il se trouve qu'on arrive là à quelque chose qui est à la fois positif et négatif. C'est un peu antinomique. C'est qu'il se trouve que depuis, je dirais, le premier tiers du XXe siècle, dans les années 30, l'espérance de vie a augmenté. Donc, on est aujourd'hui, un certain nombre ici, à avoir passé l'âge de la retraite, alors que nos grands-parents, souvent, à l'âge de 60, 62, 65 ans, mourraient. Aujourd'hui, on dit qu'on a une espérance de vie de l'ordre de à peu près 80 ans, un petit peu plus pour les femmes, et que l'on a gagné environ un trimestre d'espérance de vie par année. Donc, en gros, une année d'espérance de vie tous les 3-4 ans. Oui, c'est vrai. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on a effectivement une meilleure alimentation, du moins à un certain moment donné, qu'on a une médecine excellente qui a augmenté. On a surtout pu éviter la mortalité infantile. On a eu les antibiotiques qui ont permis de guérir un certain nombre d'infections. On a eu les vaccinations qui sont importantes pour préparer notre système immunitaire à rencontrer des agents infectieux qui ne sont pas intéressants. Donc tout ça, ça a bien marché. Et on a eu effectivement,
à part la parenthèse de la Seconde Guerre mondiale, on a eu des conditions qui se sont améliorées, des conditions sanitaires, etc., qui se sont améliorées avec le temps. Donc, on est dans cette tendance. Et aujourd'hui, il y a des scientifiques qui disent la personne qui vivra plusieurs siècles est déjà née. Alors là, je mets un gros bémol. Pourquoi? Parce que il s'est passé une chose assez curieuse. On va faire un petit peu d'histoire, mais très court. À la fin du communisme en Union soviétique, le système se libéralise, les gens qui voulaient se faire de l'argent ont commencé à pouvoir se faire de l'argent. Il y a une énorme inégalité qui s'est créée en Russie, et ils ont perdu 6 à 7 ans d'espérance de vie. C'est curieux. Ils ont accès à tout, à ce qui fait notre bien-être, notre façon d'être, etc. Ils ont accès à plein de choses. Ils ont perdu de l'espérance de vie. Aux États-Unis, où les inégalités ont explosé, il n'y a plus d'augmentation de l'espérance de vie. Ici, ça marche encore un peu. Mais, vous voyez bien, les inégalités augmentent en Europe comme partout ailleurs. Et donc, cette augmentation de l'espérance de vie va probablement être freinée. Et peut-être même qu'on n'arrivera pas à être beaucoup plus vieux que 80, 85 ans. Bien sûr, on a des exemples comme Jeanne Calment qui arrive à 120 et quelques. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas y arriver? Est-ce que, je vais poser une question un petit peu iconoclaste, est-ce qu'on peut mourir en bonne santé? Il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on va disparaître? Il y a plein d'hypothèses. Je ne veux pas entrer dans toutes les hypothèses. Il y en a dans tous les domaines. Alors, une hypothèse, bon, évidemment, aujourd'hui, on ne va pas mourir en bonne santé parce qu'en vieillissant, nos cellules vieillissent, automatiquement on est plus susceptible aux maladies, et puis on va voir une maladie cardiovasculaire, respiratoire, neurodégénérative, etc., etc., les cancers. On va bien attraper un de ces trucs et puis on va en mourir. Oui, mais pourquoi il y a des cancers chez les jeunes? Pourquoi est-ce qu'on a des maladies neurodégénératives chez les jeunes? Pourquoi il y a des gens qui meurent d'un infarctus à 40 ans? Donc, pas le bon argument. Ah, mais la mort est inscrite dans nos gènes. C'est vrai, une cellule ne peut pas se diviser éternellement. À un moment donné, elle va disparaître. En lui, notre organisme lui demande de disparaître, parce qu'elle ne remplit plus son boulot. Si elle décide de ne pas disparaître, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'appelle un cancer. C'est-à-dire qu'elle va décider de continuer à se diviser, elle va devenir de plus en plus grosse, elle va former une tumeur. Elle ne mourra pas, elle, mais elle fera mourir le porteur de la tumeur. C'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Et on ne sait pas pourquoi on a ce genre de choses. Et ça peut arriver à n'importe. Alors c'est dit, ah, mais c'est dans l'ADN. C'est à ce niveau-là que les choses se passent. Il y a des mutations. Et donc, c'est normal. Il y a des gens qui sont susceptibles d'attraper un cancer. On l'a démontré pour le cancer du sein, par exemple. Il y a une actrice très connue qui s'est fait enlever les 2 seins parce qu'elle portait ces gènes de prédisposition à un cancer. Oui et non. Oui, il y a une prédisposition, on le voit, mais on ne le voit pas dans tous les cancers. D'abord. Donc il y a des gens qui ont un cancer du sein, des femmes qui ont des cancers du sein, qui n'ont pas de mutation. Et puis il y a des femmes qui ont des mutations, qui n'ont pas de cancer. Où est l'erreur? Elle est dans l'environnement, dans notre environnement, dans la façon dont nous réagissons à notre environnement. Nos cellules sont toujours en communication avec l'extérieur, tout le temps. Alors on pense que c'est nous, parce qu'on réfléchit, etc. Non, non, mais nos cellules ont cette obligation de se parler tout le temps.
pas seulement nos cellules d'êtres humains, hein, toutes les cellules. Toutes les cellules communiquent avec leur extérieur, elles ont besoin de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Donc, automatiquement, il y a un rapport entre l'environnement et le bon fonctionnement de la cellule. C'est vrai pour les cancers ou pas le cancer, c'est vrai pour énormément de choses. Donc, là, ce n'est pas la bonne explication non plus, même s'il y a effectivement, et ça c'est normal, plus de gens qui vont avoir ces maladies en vieillissant que jeunes. Mais il reste quand même que l'explication, elle n'est pas claire. Autre possibilité, c'est que il y a en fait dans notre système quelque chose qui se détraque avec le temps, l'usure, ou je ne sais pas quoi, parce qu'effectivement, on peut calculer le nombre de battements de notre cœur, c'est prodigieux. Il n'y a aucune pompe fabriquée par l'homme qui peut durer aussi longtemps. Et donc, c'est sûr qu'avec le temps, il y a un certain nombre de choses qui s'usent. C'est assez normal. Mais en fait, la mort, elle est programmée dès le départ. Si à l'état d'embryon, au moment où, après la conception, ces cellules se divisent, il y a un moment où le centre de cet amas de cellules, il se vide. Toutes les cellules au centre meurent. Pourquoi? Pour faire de la place aux cellules qui vont devoir se spécialiser. Certaines donneront notre système nerveux, d'autres donneront le cœur, les bras, les jambes, les reins, les poumons, etc. Le sexe, tout ça, ça va devoir se faire, il faut de la place. Et donc, il y a des immunologistes comme Jean-Claude Ameisen, que vous pouvez écouter de temps en temps sur France Inter, qui parle, c'est un immunologiste, qui parle de sculpture du vivant. Il faut que des cellules meurent pour que d'autres puissent se développer et donc qu'on puisse devenir ce qu'on est aujourd'hui. Et ça, c'est inscrit dans nos cellules, c'est vrai. Alors pourquoi est-ce qu'on va durer jusqu'à un âge X? Il y a bien sûr tous les accidents, ça on ne va pas en parler. Mais je pense qu'on peut arriver à un certain âge où effectivement on pourrait mourir en bonne santé. Il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, que ce soit l'usure, que ce soit le terme inscrit dans notre ADN, que ce soit pour X raisons, qu'on va disparaître. Et c'est normal. Je pense que ceux qui pensent qu'on va aller de plus en plus vers une sorte d'immortalité, comme scientifique, en général, quand j'ai un problème comme ça, je passe par l'absurde. Je dis, qu'est-ce qui se passe si là, je peux, moi, devenir immortel? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, évidemment, les articulations, tout ça, ça se remplace. On peut mettre du titane, un certain nombre de choses, ça va très bien. Le cœur, bon, je peux avoir une greffe d'un autre cœur, c'est pas très sympa parce qu'il faut quand même que quelqu'un meure pour pouvoir me donner son cœur. Mais aujourd'hui, il y a des pompes. Il y a des pompes qui ne sont pas du tout vivantes, mais qui font le boulot. Il suffit de pomper, c'est bon, ça marche. On peut filtrer, si les reins ne marchent pas bien, on peut filtrer les choses. Ça marche. Donc être immortel, ça veut dire passer sur le billard je ne sais pas combien de fois, pour me faire changer un morceau. C'est le service des 80 ans, des 100 ans, des 120 ans, comme les bagnoles, quoi. On va passer pour se faire réparer un petit peu. J'avoue que j'aimerais pas du tout ce genre de vie. Donc, ça ne m'intéresse pas. Et on va effectivement mourir. On le sait, c'est pas un problème. En tout cas pour moi, c'est pas un problème. Et puis il y en a qui ont l'idée que peut-être il se passe quelque chose après. Pourquoi pas? J'en sais rien. Ça, c'est à chacun de se décider. Donc voilà un peu ce dont nous avons besoin en termes de physique, en termes d'alimentation, en termes de rapports que nous avons entre les uns avec les autres, en termes de fonctionnement de notre cerveau, pour rester à peu près en bonne santé, d'être dans ce bien-être dont nous avons besoin.
la question est que maintenant, on a des sociétés, on a une planète qui commence à s'essouffler. C'est notre faute, soyons bien clairs. Mais on s'essouffle. Et il y a un certain nombre de problèmes. Comment arriver à passer à travers? Il y a une étude à Harvard que vous pouvez trouver sur Internet d'un monsieur qui s'appelle Robert Waldinger, et il est psychiatre, il travaille à l'université d'Harvard, il travaille dans un groupe d'études du développement humain, et il est le 4e, je crois, professeur qui suit une cohorte d'hommes qui ont été choisis dans les années 1938. Et de 1938 jusqu'à aujourd'hui, 75 ans d'études de gens qui ont été suivis pratiquement chaque année, avec évidemment des questionnaires à remplir. On les a filmés, on leur a fait des prises de sang, on leur a fait des scanners, on a fait un tas de trucs. Et on a regardé comment cette cohorte de 724 hommes, alors il y avait au départ un peu plus de 200 étudiants d'Harvard, donc de gens de bonne famille, aisés et tout ce que vous voulez. Et très rapidement, l'étude a été chercher un peu plus de 400 jeunes dans les banlieues défavorisées de Boston. Il y a aussi des banlieues défavorisées à Boston. Donc des jeunes qui n'avaient pas beaucoup d'avenir, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, dont les parents les laissaient un peu aller. Et on va suivre ces gens-là pendant 75 ans. Et il y en reste aujourd'hui à peu près 60 encore en vie. Encore en vie. Et le résultat de l'étude est absolument étonnant. Ceux qui ont vécu le plus heureux, le plus longtemps et en meilleure santé sont les gens, quel que soit leur niveau socio-économique, ont maintenu des liens familiaux, amicaux, avec leur environnement, leur communauté, les gens qui sont autour d'eux, qui étaient les plus riches. Ces gens-là ont vécu le plus longtemps, le plus heureux et en meilleure santé. Donc, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ait ou pas de l'argent, qu'on soit d'une famille riche ou pas. Dans son... Waldinger a donné une conférence TED que vous pouvez trouver sur Internet, où il dit il y a même eu un président des États-Unis. Venant de Boston, vous pouvez deviner qui c'est, je pense que c'était un des Kennedy. Enfin, c'était le seul qui était président, c'est John Kennedy, qui semble-t-il a participé, lui, malheureusement, a mal terminé. Pas de sa faute. Donc, le résultat de l'étude, c'est si vous maintenez de bonnes relations entre vous, de bonnes relations sociales, vous allez être plus heureux, vivre plus longtemps, en meilleure santé. Et c'est quand même assez extraordinaire. Aujourd'hui, l'étude continue avec les enfants, les petits-enfants de ces hommes. Alors bien sûr, le système est biaisé parce qu'il n'y a eu que des hommes au départ, il n'y a pas eu de femmes. Pourquoi ça a été fait comme ça, j'en sais rien. Mais c'est quand même une étude absolument extraordinaire de montrer que si vous voulez vivre heureux, longtemps, en bonne santé, il faut effectivement avoir de bonnes relations sociales et de bonnes relations. Alors, Waldinger dit très bien, dans un couple, vous pouvez vous être en friction tout le temps, si ce n'est pas toxique. Si les bagarres du couple sont simplement parce que c'est deux caractères différents, mais que dans le couple, chacun sait que l'autre est là pour l'aider, à partir de ce moment-là, ça marchera. Donc, la qualité, c'est pas la gentillesse ou l'amour, tant mieux s'il y a ça, mais même dans une relation qui pourrait être relativement... qui frotte un peu, c'est pas grave, à condition que
l'un puisse compter sur l'autre. En cas de problème, il y a un appui solide. Et c'est ça qui compte. Et un appui, bien sûr, avec votre communauté, avec les gens qui vous entourent. On est un certain nombre ici à travailler comme bénévoles dans différentes associations. Et on sait très bien que ce travail bénévole, on n'a pas besoin d'argent à arriver au bout, mais on a besoin de ces contacts. On a besoin d'avoir ces possibilités de se retrouver de temps en temps et de savoir qu'on est un peu utile à quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être très important, mais c'est ça. C'est une façon de vivre ensemble et de bien vivre. Mais, et là j'en arrive à l'environnement, il y a 3 problèmes. Le premier, je vais parler de la malbouffe. Donc on va essayer de cibler l'alimentation. Le second, c'est évidemment la pollution. Et le troisième, c'est le réchauffement climatique. On va être bref sur les 3. La malbouffe. Notre agriculture est devenue industrielle. C'est-à-dire qu'on a visé, en particulier depuis la révolution verte dans les années 60, on a visé à produire de plus en plus. Et évidemment, pour produire plus, il fallait arriver à des solutions industrielles. Semences calibrées, travail dans des champs suffisamment grands pour qu'on puisse avoir accès à de la machinerie. Évidemment, il faut pouvoir donner les engrais, ce qu'il faut, puis comme on est en monoculture souvent, donc il faut pouvoir combattre ce qui est inutile ou nuisible. Donc les herbicides, les pesticides, tout ce que vous voulez. On est au bout. C'est fini ça, ce genre de truc. Ça va encore durer, bien sûr, mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer parce que le microbiote du sol, comme nous avons notre microbiote, il y a un microbiote dans le sol. Il y a des milliards de bactéries, de levures, de champignons, d'insectes, de larves, tout ce que vous voulez, des vers de terre, tout ça, si on les bousille avec des herbicides et des pesticides, la terre va, à un moment donné, ne va plus produire. Elle ne pourra plus. En plus, on passe avec des machines de plus en plus grosses, on compacte. On est dans un cercle vicieux. Les agriculteurs le savent bien. Et en plus, on leur demande chaque fois plus pour nourrir la population. Alors, on parle d'OGM parce que si les semences, en plus, seront bien calibrées, on pourra leur rajouter un gène qui va permettre d'arroser d'herbicides sans que la plante meure, ben c'est génial, on a trouvé le truc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un certain nombre de personnes le savent aujourd'hui. Et il faut qu'on change. Parce que ce que nous mangeons, c'est ce que l'agriculture industrielle a mis là-dedans. Vous avez entendu il n'y a pas longtemps, les mueslis que vous mangez peut-être le matin sont tous contaminés par un certain nombre de pesticides, d'herbicides, etc. Donc on mange quelque chose et là on va toucher à la pollution. On mange des choses qui ne sont pas saines. Mais en plus de ça, le travail même de la terre ne va plus. Il faut retrouver ces équilibres que nous avons pour nous, avec notre microbiote, il faut que ça marche aussi au niveau de la terre. Donc il doit y avoir des changements. Et ça ne peut se faire que si nous, on entre dans le jeu collectivement. Il faut qu'on avance ensemble avec ceux qui veulent changer au niveau de la production, au niveau agricole, et nous derrière. Il faut, parce que ça fait partie de notre bonne santé de pouvoir être ensemble pour avancer à ce niveau-là. Mais il y a d'autres problèmes dus à cette malbouffe. C'est que le fait qu'en mangeant mal, on mange trop. Et l'agroalimentaire nous fournit des aliments qui sont trop riches, trop gras, trop sucrés, trop salés. Et qu'est-ce qui se passe? On a de plus en plus d'obésité, de gens en surpoids, et ça devient une véritable épidémie pour l'OMS aussi, aux États-Unis, mais ici aussi, partout. Et on constate que
le fait qu'on ne fasse pas attention à ce niveau-là, et qu'on accepte, parce qu'évidemment notre cerveau lui fonctionne au sucre. Donc un aliment très sucré, c'est bon. Il va vous dire oui, c'est bien, vas-y. Et on vient de milliers d'années de nomadisme jusqu'au moment où l'agriculture est née, où on s'est sédentarisé. Qu'est-ce qu'on faisait? On courait après les animaux, on allait cueillir à gauche, à droite, on était toujours en mouvement, et la nourriture que l'on recevait, c'était quelque chose qui était absolument indispensable, en quantité. La qualité, peut-être elle n'était pas là, mais on mourait jeune aussi à ce moment-là. Donc, on a gardé ça dans notre corps, cette capacité d'accumuler pour les jours où ça n'allait pas bien. Je vous rappelle que la Révolution française est née parce qu'il y a eu des famines et que le prix des céréales étant monté, à un moment donné, les gens se sont révoltés. C'est un des éléments de la Révolution française. Mais on a connu, il n'y a pas si longtemps, des problèmes. Juste à la guerre, il y a eu des rationnements, etc. Donc notre corps est habitué à faire des réserves. C'est normal, c'est physiologique. Donc, on mange mal, on mange trop, et là, on commence à avoir un problème. En plus de ça, on ne bouge plus. Alors, ça, c'est l'autre aspect. On nous a mis devant des écrans, on est assis toute la journée, et puis on pianote, on regarde nos trucs, etc. On a nos téléphones, mais on ne bouge plus. Si vous allez chercher votre journal ici à pied, depuis le bourg jusqu'en bas, ça serait déjà un bon début. Puis là, votre pain aussi. Il faut bouger, il faut marcher. Il n'y a pas besoin de faire des sports extrêmes. Juste bouger tout le temps. Donc, on est dans une situation où non seulement on ne fait pas ce qu'il faut pour que notre corps aille bien, mais en plus de ça, on mange mal. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est que, vous l'avez vu, cette alimentation n'est pas bonne, en grande partie. Et donc, aujourd'hui, on a un nombre de problèmes extraordinaires. Je vais vous donner juste deux chiffres. Aux États-Unis, il y avait dans les années 75 un enfant autiste sur 5000. Aujourd'hui, il y a un enfant autiste sur 68. Vous vous rendez compte? Un enfant autiste, donc qui a de la peine à communiquer, qui a de la peine à juste décoder ce on essaye de lui faire. Et ça, c'est un problème dingue. Le nombre d'enfants qu'on appelle hyperactifs, ou qui ont des troubles du déficit de l'attention, etc. Près de 8% des enfants aux États-Unis sont traités à un médicament qui s'appelle la Ritaline ou le Ritalin, qui est en fait quelque chose qui ressemble à une amphétamine. Vous vous rendez compte? Céline Alvarez a eu des enfants hyperactifs au début. Des enfants qui ne pouvaient pas rester tranquilles pendant quelques minutes, même s'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais ils allaient perturber les autres, ils ne s'écoutaient pas, etc. On ne les a pas traités à la Ritaline, ces gamins. On les a juste ramenés gentiment, avec bienveillance, avec amour. On les a ramenés à des comportements beaucoup plus simples, beaucoup plus normaux. Et quand les enfants ont compris tout l'intérêt qu'il y avait d'avoir ce comportement-là, tout est parti impeccablement. Donc, il faut faire attention, mais c'est clair que l'environnement est directement responsable, en tout cas aux États-Unis, mais c'est la même chose en Europe, est directement responsable sur cette augmentation d'autisme, qui viennent peut-être aussi de problèmes du microbiote. Ce n'est pas encore tout à fait prouvé, mais on pense que le microbiote joue un rôle dans l'apparition de ces troubles autistiques. Donc, il y a là une pollution, on ne sait pas trop laquelle, mais il y a vraiment une pollution. Et puis il y a des enfants qui ont vraiment des gros problèmes parce qu'on a tellement de nouveaux produits chimiques dans
dans nos assiettes, mais aussi dans l'air qu'on respire. Mais on trouve, le DDT a été, qui est un pesticide, le DDT a été banni, je pense, dans les années 80. On en trouve partout encore. D'abord, il n'est pas banni partout. Et avec les changements, on trouve ce DDT et ses dérivés, on les retrouve encore dans nos affaires. Donc, il y a une pollution non seulement chimique, il y a une pollution lumineuse, une pollution de bruit. On est... Bon, il n'y a personne ici qui a sorti son téléphone depuis un moment, ça, j'apprécie beaucoup. Mais on est tous en train de pianoter sur nos petits machins, là. Parce qu'on est en contact tout le temps avec le monde entier. Donc, on n'arrive plus à rester en retrait par rapport à ça. D'où toutes les techniques qu'on nous présente aujourd'hui, comme les techniques de méditation, les techniques de repos, de retrait, etc. Oui, on en a besoin. L'enfant, lorsqu'on cerveau fonctionne à plein, il va pouvoir le faire un certain temps, et après il va devoir dormir. Il est fatigué, parce que notre cerveau réorganise toutes ses connexions lorsqu'il dort, pas lorsqu'il est en activité. En activité, il a trop de travail à tout connecter au bon moment, mais quand il dort, là, il réorganise l'ensemble de ses connexions. Donc, il va falloir aussi qu'on se dépollue à ce niveau-là de cette hyperactivité et de ce stress qui nous pousse toujours à produire plus, à être plus en activité, etc. Et ça, c'est un gros problème de pollution. Dernier problème, c'est le réchauffement climatique. Vous allez vous dire, bon, il y a des endroits dans le monde qui seront plus touchés que nous, peut-être. Je vais juste vous donner une anecdote. Je dirige un laboratoire d'analyse médicale à Lausanne, début des années 2000, et on reçoit une alerte de l'hôpital cantonal universitaire de Genève qui nous dit attention, nous avons eu un cas particulier d'un monsieur, jeune retraité, dans les années, avoir à peu près 65 ans, et ce monsieur est venu à l'hôpital en urgence pour une très forte fièvre. Évidemment, on l'a interrogé, où êtes-vous allé, est-ce que vous avez fait un voyage, etc. Non. Oui, mais peut-être il y a quelques mois, non. J'ai jamais quitté Genève, j'ai toujours été là. Qu'est-ce que vous faisiez? Ben, j'étais dans mon jardin, je travaillais dans mon jardin. 4 jours après, ce monsieur était mort. Les médecins ne savaient absolument pas pourquoi. Ils examinent les choses un peu plus près et on constate que ce monsieur a la malaria. À notre connaissance, Genève n'était pas un endroit où la malaria était endémique dans les années 2000. C'est simplement qu'il habitait pas très loin de l'aéroport et un avion avait déchargé son moustique qui s'était dépêché de partir, puis d'aller piquer le premier Pékin venu pour se nourrir. Malheureusement, ce moustique était porteur du parasite de la malaria, du plasmodium, et le brave monsieur en est mort. Et l'hôpital n'a juste pas fait l'analyse qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont fait des analyses de sang, etc. Mais à ce moment-là, toutes les analyses sont automatisées. C'est très rare que quelqu'un, un technicien, une technicienne de labo, regarde un frottis sous le microscope pour voir ce qui se passe. Or, le parasite, on peut le voir dans cet examen-là. Et l'hôpital me disait, s'il vous plaît, si vous avez un problème de ce type, regardez les frottis pour déceler si par hasard la personne n'a pas une maladie tropicale totalement inattendue parce que cette personne n'a pas voyagé. Tout simplement, c'est le moustique qui est venu. Lui n'a pas bougé, mais le moustique, lui, il a bougé. Avec le réchauffement climatique, vous savez déjà qu'ici, on a les moustiques tigres. Avec la dengue, le chikungunya, la malaria, etc. Je peux vous en donner
Alors maintenant, il y a les moustiques, comme l'épidémie du Zika il n'y a pas longtemps, avant les Jeux Olympiques. Il y a évidemment le HIV qui est arrivé il y a dans les années 80. On a un nombre de virus qui commencent à arriver dans nos contrées et qui vont s'y maintenir. Alors heureusement, notre population n'est pas porteur, pour l'immense majorité d'entre nous, de maladies virales de ce type-là. Donc même si on est piqué, probablement que ça n'ira pas plus loin. Mais il peut très bien se faire que d'arriver dans un avion à Bordeaux, à Toulouse, à Bergerac, où vous voulez, ces moustiques arrivent à vivre ici parce que c'est plus chaud, ça marche bien, donc puissent effectivement développer ce genre de choses. Donc le réchauffement climatique n'est pas quelque chose d'anodin, et pas juste un problème de montée des eaux, un problème, on le voit, sécheresse ou des pluies torrentielles, des épisodes de type ouragan ou beaucoup plus forts qu'avant. Il y a quelque chose qui ne marche pas et ça va aller directement sur notre santé. Un journal anglais qui s'appelle The Lancet, qui est un journal médical, a sorti toute une étude il y a quelques années sur les problèmes que va poser le réchauffement climatique en termes de santé publique. Et là, on aura des problèmes très graves qui peuvent arriver, en particulier pour les personnes les plus âgées ou les plus fragiles, soit âgées, soit les enfants, mais aussi des épisodes météorologiques inattendus, beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait penser. Et là, je reviens à l'agriculture. Si on continue avec une agriculture qui passe des champs à la charrue et qui les laisse nus, évidemment, une pluie torrentielle là-dessus, c'est jamais très bon. Et en plus, avec tout ce qu'on a mis dessus, ça va s'infiltrer dans nos nappes phréatiques. Donc vous voyez que notre santé est quelque chose de global, qui touche à la fois notre organisme, notre corps, notre cerveau, qui touche nos relations sociales, la façon dont on vit ensemble, qui touche notre environnement. Donc, j'ai modifié la définition de l'OMS en disant notre santé, c'est un état de bien-être complet, physique, mental, social, environnemental, et qui consiste à un bien vivre ensemble et avec l'environnement qui nous entoure. Voilà, merci beaucoup.